Pourquoi reprogrammer son cerveau? Bonjour, je m'appelle Yannick Gauthier, je suis co-créateur de l'Institut Gauthier et formateur en PNL, la fameuse programmation neuro-linguistique. Je vais vous parler de la structure du cerveau, du comportement humain et de la manière dont ces deux éléments sont étroitement liés. La santé du cerveau influence grandement le comportement humain. Il est donc essentiel de comprendre la structure et le fonctionnement de base du cerveau. Je tiens à préciser que ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas exhaustif en matière de neurosciences, mais constitue une base fondamentale pour comprendre la structure cérébrale et son fonctionnement. Cela nous aide mieux à appréhender les aspects physiologiques de la conscience. Trois structures majeures composent le cerveau humain. Le cerveau, d'abord le cerveau reptilien. Il gère nos instincts de survie de base. C'est lui qui entre en action lorsque nous sommes en mode de combat, de fuite. Il régule également nos fonctions motrices et respiratoires. Le système limbique ou cerveau paléomalien est responsable de nos émotions. Il libère les neuropeptides dans le sang à travers différentes glandes. Le néocortex ou télencéphale est la partie la plus évoluée de notre cerveau. Il gère nos modes de pensée, notre logique, notre intuition et notre créativité. Plus précisément, le cerveau reptilien est composé du tronc cérébral et du cervelet. C'est la partie la moins consciente de notre cerveau et elle est principalement réactive. Le système limbique, lui, englobe des glandes comme l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande pinéale. Un dysfonctionnement de cette zone peut perturber la gamme normale d'émotions humaines. Enfin, le néocortex, partie extérieure du télencéphale, est ce que nous appelons communément la matière grise. Les hémisphères cérébraux bilatéralement symétriques ont également des fonctions spécifiques. L'hémisphère gauche est associé à la logique, à la pensée analytique et linéaire. L'hémisphère droit gère la créativité, les émotions, la pensée holistique et la reconnaissance des schémas. La pensée éthique, quant à elle, est le fruit de l'équilibre entre ces deux hémisphères. Si l'hémisphère gauche devient trop dominant, cela peut engendrer un déséquilibre dans notre manière de penser. Le cerveau limbique, subissant cet effet, commence également à s'éteindre. Ainsi, de nombreux schémas du cerveau gauche prédominent. Si nous n'utilisons pas le cerveau droit, les fonctions exécutives du cerveau reptilien prendront le dessus. Nous fonctionnerons principalement depuis notre cerveau reptilien, réagissant principalement aux stimuli au lieu d'adopter une approche holistique équilibrée. Dans un état équilibré, le néocortex, responsable de la pensée supérieure, permet une réflexion éthique et façonne la personnalité. En revanche, si l'hémisphère droit est continuellement dominant et que l'hémisphère gauche l'est aussi, cela entraîne des mentalités distinctes. Avec le cerveau gauche dominant, c'est une mentalité de contrôleur, alors qu'avec le cerveau droit dominant, c'est une mentalité d'esclave. Enfin, de passivité. Dans le dernier cas, le cerveau reptilien s'affaiblit. C'est pourtant ce cerveau qui nous permet de réagir en cas de danger, déclenchant la réponse combat-fuite. Si ce cerveau est en déséquilibre, les gens deviennent passifs, dominés par leurs émotions, en particulier par le cerveau limbique qui gère toutes les émotions. La véritable intelligence est une compréhension holistique qui intègre à la fois les aspects compatissants, créatifs et intuitifs de la conscience avec son aspect intellectuel. C'est l'alliance de l'intellect et de la créativité, de la logique et de l'empathie. Cependant, dans notre société, nombreux sont ceux qui ne possèdent pas cette intelligence holistique, étant déséquilibrés en faveur de l'un ou l'autre des hémisphères cérébrales. Si l'hémisphère gauche devient chroniquement dominant, la personne sera orientée vers le cerveau reptilien, vers les traits égoïstes et vers des désirs primaires, adoptant une personnalité dominatrice. A l'inverse, une dominance chronique de l'hémisphère droit fait que le système limbique dirige la personne, la rendant émotionnellement réactive et adoptant une personnalité de soumission.
Ce schisme individuel est crucial car il reflète non seulement une division intérieure, mais aussi une vision du monde fracturée, influençant notre perception de nous-mêmes et nos relations avec les autres. Dans cet état de schisme, les gens ont tendance à tout intellectualiser. Dominés par l'hémisphère gauche, ils négligent l'intuition et la créativité du cerveau droit. Cette prédominance peut mener à un scepticisme excessif qui entraîne des problèmes d'apprentissage. Si le cerveau est en déséquilibre, les gens deviennent passifs, dominés par leurs émotions, en particulier par le cerveau limbique qui gère toutes les émotions. La véritable intelligence est la compréhension holistique qui intègre à la fois des aspects compatissants, créatifs et intuitifs de la conscience avec son aspect intellectuel. C'est l'alliance de l'intellectuel et de la créativité, de la logique et de l'empathie. Cependant, dans notre société, nombreux sont ceux qui ne possèdent pas cette intelligence holistique, étant déséquilibrés en faveur de l'un ou l'autre des hémisphères cérébraux. Si l'hémisphère gauche devient chroniquement dominant, la personne sera orientée par le cerveau reptilien vers des traits égoïstes et des désirs primaires, adoptant une personnalité dominatrice. A l'inverse, une dominance chronique de l'hémisphère droit fait que le système limbique dirige la personne, la rendant émotionnellement réactive et adoptant une personnalité de soumission. Le schisme individuel est crucial car il reflète non seulement une division intérieure, mais aussi une vision du monde fracturée, influençant notre perception de nous-mêmes et de nos relations avec les autres. Dans cet état de schisme, les gens ont tendance à tout intellectualiser. Dominés par l'hémisphère gauche, ils négligent l'intuition et la créativité offertes par l'hémisphère droit. Cette prédominance peut mener à un scepticisme excessif, ce qui entrave l'apprentissage. Beaucoup dans cet état se montrent purement intellectuels sans intégrer l'aspect créatif, tel que de tels déséquilibres peuvent mener à de diverses idéologies et croyances, notamment le somnambulisme et le relativisme moral. La vision du monde est centrale dans cette discussion car elle détermine toute notre perception au monde, notre place en son sein et les relations aux autres. Quand il y a une dominance chronique du cerveau gauche, la perception du monde en résulte est celle du hasard. Selon cette vision, la nature est inerte, sans vie. Elle est perçue comme une machine sans raison d'être. L'esprit, la dimension spirituelle et les lois naturelles n'ont pas de place dans cette vision. Tout est relatif et inventé. Pour une personne dominée par le cerveau gauche, les notions de bien et de mal sont subjectives et basées uniquement sur leurs intérêts personnels. Il est courant de confondre une forte capacité intellectuelle avec l'intelligence. J'ai rencontré de nombreuses personnes à haut quotient intellectuel qui m'ont semblé dénuées de sagesse. Être intellectuellement doué ne garantit pas la sagesse ou la capacité à voir le tableau dans l'ensemble. L'un, d'autre côté, est une dominance du cerveau droit. La vision du monde est déterminisme. Elle est marquée par un sentiment d'impuissance, d'une inclinaison envers la religiosité et les rejets du libre arbitre. Selon cette vision, chaque événement est orchestré par une force supérieure et l'humain n'a plus de pouvoir d'influencer le cours des choses. Je tiens à préciser que mon intention est de provoquer une réflexion. Si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces visions du monde, cela peut indiquer un déséquilibre. Cependant, ni l'une ni l'autre n'est complète. En réalité, il existe un équilibre entre le déterminisme et le hasard. Il y a des éléments de la réalité qui sont préétablis comme les lois naturelles et d'autres qui révèlent du libre arbitre comme nos choix et nos actions. L'ingénierie sociale et le contrôle des masses sont des tentatives de certaines autorités pour nous convaincre que le libre arbitre n'existe pas. Mais chaque individu a le pouvoir de choisir ses actions indépendamment de son milieu ou de son éducation. C'est un droit fondamental et inaliénable. Il est essentiel de s'informer et de comprendre ces mécanismes pour ne pas se laisser manipuler. Il y a une composante déterminisme nommée loi naturelle et une composante aléatoire que nous appelons libre arbitre, notre capacité à choisir notre comportement librement. Examinons ce débat qui perdure depuis des temps immémoriaux entre la nature et l'éducation de l'homme. Que représente réellement la nature humaine? Quelle est son essence? Est-elle angélique ou démoniaque? Je dirais qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Personne n'a la réponse exacte.
Pour beaucoup, il est difficile d'accepter cette ambiguïté. Quand nous demandons quelle est la nature d'un être humain, c'est comme demander la nature de cet ordinateur ou ce projeteur ou ces caméras. Un ordinateur calcule, un projeteur projette et la caméra capture les images. Et quelle est la nature de l'homme? L'être humain absorbe l'information, la traite, puis la reflète à travers son comportement. Cela ressemble à la manière dont fonctionne un ordinateur. Je ne dis pas que nous sommes des ordinateurs, mais nous leur ressemblons. La nature humaine n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Il serait plus judicieux de considérer les conditions ou l'environnement dans lesquels les humains évoluent qui influencent grandement leur comportement, formant ce que nous appelons la condition humaine. Pourquoi parle-t-on de condition humaine et non de nature humaine? Cela se reflète à l'état ou aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Un ordinateur, un projeteur ou une caméra opèrent correctement lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions. Les humains, semblables à des ordinateurs, sont influencés par leurs conditions de vie. Cependant, je tiens à souligner que nous ne sommes pas des ordinateurs, mais que nous leur ressemblons en étant programmables. Peu reconnaissent cette facette de la nature humaine. Beaucoup résistent à l'idée associant la programmation à une mécanisation de l'être. C'est ce que je perçois quand j'évoque la programmation neurolinguistique. Je ne dis pas que nous sommes des ordinateurs, mais nous sommes programmables. Ce que l'on intègre dans un individu vers la culture détermine ce qu'il manifeste dans sa vie. Cela crée la condition humaine dans son ensemble, car de nombreux individus fonctionnent ainsi. Les humains sont programmables à l'image des ordinateurs. Si un être humain possède un système défectueux, il faut le formater, tout comme un ordinateur. Pour les non-initiés à la technologie, je vais expliquer ce que c'est le formatage. Il s'agit de préparer le disque dur pour un système d'exploitation spécifique qui gère les tâches de l'ordinateur. Ce système contrôle les programmes, leur lancement, l'utilisation de la mémoire et d'autres choses. Pour simplifier, si un être humain possède un système de fichiers défectueux, cela équivaut aux conditions vécues lors des années formatrices d'un enfant, principalement les 6 premières années de la vie. Nous parlons ici d'années de formation. Ces années sont comparables au formatage d'un disque dur car elles structurent le système de fichiers de l'individu, se préparant à son propre système d'exploitation. Durant cette période, ce sont principalement les parents et l'environnement immédiat qui influencent l'enfant. Comme un ordinateur, un être humain possède un système d'exploitation, à l'instar de macOS, Windows, Linux, Android ou iOS. Ces systèmes offrent une plateforme pour les programmes et une interface d'utilisateur. C'est la culture de l'individu. Si vous avez un mauvais système d'exploitation entouré d'un environnement ou d'une culture inappropriée, cela aura un impact négatif. De même, un logiciel défectueux affecte la performance. Par exemple, si mon logiciel de montage n'est pas performant, ma présentation pourrait être bâclée. Vous devez donc vous assurer d'avoir un logiciel fiable. Ce logiciel symbolise le système de croyance de l'individu. Si tous ces éléments sont défectueux, comme le formatage, la culture et le logiciel, que peut-on attendre en résultat? Tout comme un ordinateur, le comportement humain dépend de sa programmation. La qualité de l'information reçue détermine celle produite. Si des informations erronées sont fournies, le résultat sera également erroné. Si l'information est de qualité, le résultat le sera aussi. L'individu sera efficace et ordonné. Beaucoup ne veulent pas accepter cette réalité. Pour obtenir un résultat souhaité, il est essentiel de comprendre les exigences. Cet apprentissage se divise en 3 étapes. La première concerne l'acquisition de l'information. La seconde, la compréhension où l'individu reconnaît les modèles et patterns. Enfin, la troisième est l'action où l'individu agit en fonction de ce qu'il sait et comprend. Le comportement est le reflet de la qualité de l'information reçue. La sagesse est plus qu'une simple connaissance ou compréhension, elle est l'action. Elle est l'application de la connaissance et de la compréhension.
Sur un ordinateur, vous travaillez avec des applications. Le système d'exploitation soutient le programme qui vous permet de créer et le formatage soutient le système d'exploitation. Tout commence par l'information disponible qui, traitée correctement, conduit à la sagesse. Quand cela n'est pas fait avec sens, cela s'appelle la folie et ça entraînera plus de chaos. Sur la base de ces trois processus, quelque chose est généré et prend forme dans la réalité physique. Autrement dit, la réalité qui se manifeste repose sur le comportement global. Une seule personne ne façonne pas la réalité que nous vivons. C'est une idée erronée présente dans certains mouvements spirituels. Collectivement, nous élaborons notre réalité commune. La combinaison de tous les éléments détermine ce qui est projeté à l'écran. Est-ce harmonieux? Est-ce chaotique? Cela dépend de la manière dont l'information est assimilée, de la compréhension qui en découle et finalement de l'action qui s'ensuit. La réalité qui se manifeste reflète la nature des conditions présentes dans une société, dépendant de la qualité globale du comportement humain au sein de cette société. C'est ainsi que notre réalité est véritablement façonnée. Les situations que nous vivons au quotidien découlent d'un processus simple en 3 étapes aboutissant à un résultat. Dans les traditions anciennes, ces 3 étapes sont désignées comme la grammaire, la logique et la rhétorique. La grammaire est l'étape de l'acquisition où l'on rassemble l'information disponible. La logique est l'étape de compréhension où l'on analyse et filtre l'information pour les comprendre. Enfin, la rhétorique est l'étape où l'on met en action ce que l'on a compris. La manière dont nous percevons et interagissons avec la réalité est complexe et multidimensionnelle. Elle est influencée par des forces intangibles et tangibles, notamment nos interprétations émotionnelles et notre rapport au monde qui nous entoure. Ces perceptions sont façonnées par des processus dynamiques comme la manière dont nous traitons l'information et agissons sur elle. L'ensemble de ces éléments contribue à la manifestation de notre réalité quotidienne. Les traditions anciennes ont identifié ces processus en 3 étapes, la grammaire, la logique et la rhétorique, qui reflètent respectivement l'acquisition d'informations dans la compréhension et leur mise en action. Dans l'ensemble, notre expérience collective de réalité est le résultat de nos actions individuelles et collectives. Des outils comme le mind mapping ou la programmation neurolinguistique sont précieux pour apprendre à réharmoniser notre cerveau et de reprogrammer afin de reprendre le contrôle de notre vie. Si tu veux en savoir plus sur la fameuse programmation neurolinguistique, merci de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo. À bientôt!